Aujourd'hui, plus d'une cinquantaine de lignes de chemin de fer secondaires recouvrent le territoire français. Il y en a dans toutes les régions, et même si elles ne représentent plus l'enjeu économique qu'elles représentaient lorsqu'elles étaient dédiées au transport quotidien des marchandises et des voyageurs, celles qui n'ont pas été déferrées sont toujours utilisées pour un usage régulier ou saisonnier. Certaines ont été sauvées de la destruction par des passionnés du rail. Année après année, ils reproduisent les gestes des ouvriers du passé et affrontent les mêmes difficultés. C'est le cas de cette partie de ligne qui va de Tence à Dunières, sauvée de la destruction totale par une poignée de bénévoles. L'année passée, nous avons transporté un petit peu plus de 10 000 voyageurs. Nous espérons faire un petit peu plus cette année, bien que le climat n'ait pas été des meilleurs, surtout au mois de juillet. L'association compte aujourd'hui à peu près une centaine de membres, dont entre 20 et 30 membres actifs, essentiellement l'été lors de l'exploitation, puisque là nous avons besoin de toutes les forces vives de notre association. L'hiver, nous assurons essentiellement l'entretien de la voie, qui est un gros travail, souvent ingrat, puisque la réparation de la voie ferrée, c'est du travail à l'extérieur, c'est du travail par tous les temps, et du travail dur, puisqu'il faut assurer le remplacement des traverses. Puis c'est l'entretien du matériel roulant. Aujourd'hui uniquement des engins diesel, donc nous assurons l'entretien du moteur diesel, nous assurons l'entretien de tout ce qui est roulement. Et puis donc l'entretien et la reconstruction des véhicules pour transporter les voyageurs. Donc nous avons déjà reconstruit un certain nombre de véhicules à partir de fourgons marchandises. Et puis nous sommes en train de restaurer 2 voitures voyageurs qui viennent de Suisse,
et qui seront, je pense, en état de marche dès l'année prochaine. Donc l'ensemble du matériel, la voie ferrée, les terrains appartiennent à un syndicat intercommunal qui s'est constitué en 1992. Ce syndicat donc a racheté à l'État la ligne, puisque la ligne autrefois était une ligne d'intérêt général, donc appartenait à l'État. À partir de ce moment-là, donc, ce syndicat intercommunal a souhaité trouver un exploitant pour son chemin de fer touristique, et c'est là donc où il a été fait appel à l'association Voie ferrée du Velay. Et donc en 1995, donc, nous avons contractualisé avec le syndicat intercommunal une convention d'exploitation qui s'étendait sur 5 années. Cette année, en l'an 2000, le syndicat intercommunal devrait lancer un appel d'offres pour la reprise de l'exploitation de la ligne à partir de 2001. Sachant que là, l'association Voie ferrée du Velay répondra probablement à l'appel d'offres au même titre que d'autres entreprises qui peuvent être intéressées sur l'exploitation de ce chemin de fer. C'est en 1902 que commence l'histoire du réseau du Vivarais. 202 km de voies sont mises en fonctionnement. 3 lignes partent de la gare centrale du Cheylard, une vers Tournon via Lamastre, une plus au sud vers la Voûte-sur-Rhône, qui permettait par 2 fois de rejoindre les villes de Paris, Lyon, Marseille avec la compagnie PLM. Et une 3e vers le nord qui marquait une première correspondance à Rocoul-Brossette pour se rendre dans les villes d'Yssingeaux et de la Voûte-sur-Loire, et une autre un peu plus au nord à Dunières, dont le rapprochement avec la gare PLM permettait de remonter vers Saint-Étienne. Ainsi sont facilitées les relations avec la vallée du Rhône à l'est, Saint-Étienne au nord et le centre du Massif central. Mais l'absence de correspondance avec des villes comme Le Puy, Montélimar ou Valence donneront toujours au réseau un sentiment d'inachevé et d'isolement. La compagnie PLM avait refusé de construire ce réseau. C'est donc les chemins de fer départementaux, les CFD, qui en auront la charge et son exploitation sera plutôt prospère pendant de longues années. Le trafic s'intensifie les jours de marché et les wagons se chargent alors de veaux et de moutons dans les villes de Saint-Agrève et de Lamastre. Pour la partie Ardèche, le train facilitera la commercialisation de produits agricoles de la région, essentiellement productrices de fruits et de légumes. Et pour la partie Haute-Loire, c'est le transport du bois affrété vers les mines de Saint-Étienne qui accélère le développement de l'économie locale, rentabilisant rapidement l'exploitation des forêts du département. Les 2 guerres mondiales correspondent à des périodes de pointe pour l'exploitation de la ligne, notamment pour le transport des marchandises. Mais c'est durant la guerre de 1939 que le train rentrera dans la grande histoire. Principal moyen de transport dans le plateau du Vivarais-Lignon, il aidera à mettre à l'abri des milliers de réfugiés allemands, juifs et espagnols, pris en charge par les réseaux sociaux et humanitaires très efficaces dans cette région. Ils passeront les années de guerre accueillis et cachés par les paysans du plateau. Les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale sont propices au développement du trafic routier autant marchandises que voyageurs, et à l'inverse de la réaction des pays voisins, un peu partout en France, les chemins de fer secondaires commencent à disparaître. En concurrence directe avec des compagnies d'autocars, le réseau du Vivarais s'aligne sur la tendance générale et en 1952, la ligne de Rocoul-Brossette à La Voûte-sur-Loire est fermée. La fermeture définitive du réseau, c'était le 31 octobre 1968. Ça fait un petit peu plus de 30 ans maintenant. Avec du recul, on peut toujours se dire que si le chemin de fer était arrivé au Puy, ça ne serait peut-être pas passé comme ça.
Mais l'histoire est gravée, on ne peut pas la changer. Le chemin de fer a transporté, je dirais, un petit peu sa mort, car ils avaient des wagons pour transporter le goudron, donc c'était pour construire les routes. C'était un petit peu le début de la fin, sans le savoir. Et puis bon, c'est vrai que le réseau a mis beaucoup de temps pour se dieseliser, parce que les autorails remplaçaient les trains de voyageurs. Donc les premiers autorails sont apparus en 1937. Mais les premiers diesels dignes de ce nom, qui étaient capables de tirer des trains équivalents aux locomotives à vapeur, le premier diesel, vu qu'il n'y en a eu qu'un, est arrivé en 1963. Donc le mal était bien fait déjà au niveau de la route. Donc c'était dur après de rattraper le retard. Une fois que les gens ont pris l'habitude d'avoir un camion qui vient devant la porte prendre quelque chose, c'est un petit peu toujours le problème actuel, je pense, de transport ferroviaire. Malgré les protestations et les démarches de la population, soutenues par les élus locaux, l'Église réformée, les conseils généraux et les grèves du CFD, le 1er novembre 1968, la totalité du réseau est supprimée et en grande partie déférée. Le dernier train est salué par une population émue, mais grâce à la mobilisation exceptionnelle qu'a provoqué la suppression du train, 2 associations vont rapidement se créer qui feront de nouveau rouler de Tournon à la Mastre et de Tence à Dunières, celui que l'on appelait autrefois le plus grand des petits trains. Le train touristique a commencé en 70 avec 2 autorails, un petit autorail Billard et un petit autorail de Dion. Et puis tout doucement, le matériel, je dirais, du nouveau matériel est arrivé sur le réseau, comme ces diesels qui ont fini leur carrière commerciale sur la Lozère. Donc c'est vrai que tout doucement le parc s'est étoffé. Mais le problème majeur a été toujours l'entretien de la voie. Parce que même si en 68 les CFD ont fermé, ils n'ont pas entretenu la voie jusqu'à la veille du 31 octobre 68 pour rouler en service commercial normal. Donc les économies à faire étaient sûrement sur le personnel, mais aussi sur l'entretien de la voie. Donc plusieurs années à l'avance, l'entretien de la voie a dû diminuer. Et rapidement, la voie s'est avérée être en mauvais état. Maintenant, avec le syndicat intercommunal, les travaux de voie énormes qui ont été faits va permettre sûrement de faire rouler à nouveau une machine à vapeur. Mais il y a encore du travail à faire. Et je pense que tout le monde s'emploie à ce que ce travail soit fait dans de bonnes conditions. Ah, c'est bon. Vas-y, continue. Ici, mais ça va, la puissance. Allez, voilà. C'est chaud, hein? Là, ça doit pas être froid, non? Ça, c'est sûr. Ah, ça monte bien. Ah, vas-y, encore. Ah, pardon. Vas-y. Les boulons, je les écoute. Ça va, si on a acheté une belle cliquée, Fernand? Oui, cher. Hein? Ouais. On peut dire que le trésorier, il s'est pas décousu, hein?
Oh, vous avez un bon trésorier quand même, dites-le quand même. Il manque un écrou. Eh ben, il est où les coups là? Vous voyez, il faut pas y mettre un coup trop important parce qu'après, après on les cisaille. Hein. On peut opérer. On peut opérer, ouais, t'as raison. Et ben voilà, une opération bien menée. Ah bon. Allez. Et voilà, 2 joints gros. Eh oh, vous allez un peu loin les gars. Hein. Parce que... On peut faire beaucoup de choses au niveau de l'association. C'est vrai que la cerise sur le gâteau, c'est de participer à l'exploitation, donc de conduire. Certaines personnes conduire, ça les attire pas, donc c'est de faire chef de train, donc s'occuper de la vente des billets et le contact avec le public. La découverte de ce train touristique, c'est un ami qui venait lui déjà bénévolement sur le train touristique, qui un jour m'a invité à venir participer à une séance de travail le samedi. Et comme dans toute mon enfance, j'étais un petit peu bercé par le bruit des trains. Être près d'une gare, habiter près d'une gare, aller se promener le long d'une voie ferrée, bon, c'est devenu le jouet, est devenu la passion. À quel moment, je ne sais pas, mais donc je suis venu sur le train touristique et on m'a appris à tout faire, à changer des traverses, entretenir des moteurs, conduire des autorails, des locomotives diesel, chauffer une machine à vapeur. C'est une association apporte beaucoup de choses à l'être humain et là, on peut dire que je me suis éclaté et je m'éclaterai encore un moment. Aujourd'hui, lorsque l'on roule sur une voie privée, comme c'est le cas ici, hein, elle appartient aux collectivités locales, il n'y a pas à proprement parler de règlement de sécurité général pour l'ensemble de ces lignes-là. En fait, nous, ce que nous avons souhaité, c'est effectivement assurer au maximum la sécurité des voyageurs. Sachant que nous sommes sur une ligne de montagne, hein, nous avons des rampes qui avoisinent les 30-32 pour 1000, ce qui fait que ce sont des rampes fortes pour du chemin de fer. Et nous devons assurer effectivement une sécurité pour nos voyageurs. Nos voyageurs viennent pour passer un bon moment dans le train, donc il est essentiel que nous ayons en tête en permanence la sécurité de ces personnes. Donc pour ce faire, nous avons instauré un règlement d'exploitation. Et ce règlement d'exploitation, donc, nous le donnons à tous les membres de l'association qui souhaitent participer à l'exploitation. C'est-à-dire on peut être chef de train, c'est-à-dire encadrer les voyageurs, donner le départ des trains. Bien sûr, le règlement d'exploitation donne tous les consignes de sécurité en cas d'arrêt du train en ligne, en cas d'avarie de l'engin moteur, etc., etc. Donc ça permet ça. Pour ce qui est des conducteurs, là aussi, les conducteurs, donc, ceux qui souhaitent participer à la conduite des trains, commencent d'abord par, en général, passer 1 an ou 2 ans comme apprentis. Donc, ils sont en double avec un mécanicien confirmé dans l'engin, et le mécanicien confirmé leur fait prendre le manche pour essayer un petit peu de voir dans quelle mesure ils sont capables, puisque tout le monde n'est pas capable de conduire un train. Il faut beaucoup de sang-froid, il faut un certain nombre de choses. Donc, le mécanicien confirmé juge de la qualité de cette personne pour effectivement conduire un train. À partir du moment où il est jugé apte, il y a là aussi un certain nombre de questions qui lui sont posées. Et s'il répond parfaitement à toutes ces questions, il est à ce moment-là déclaré comme étant apte à conduire les engins. Bien sûr, pas tous les engins, hein. Il est déclaré apte à conduire les engins sur lesquels il a pratiqué. Cette liste de personnes donc, est transmise aujourd'hui à la préfecture. Donc en cas d'incident sur un passage à niveau, choses comme ça, il est évident qu'aux commandes du train et à l'intérieur du train, pour assurer la sécurité, il faudra que les personnes qui assuraient cette sécurité fassent partie de la liste. Et la préfecture peut le vérifier, effectivement, puisque la liste leur appartient. Tous les ans, on envoie cette liste-là. La conduite d'une machine à vapeur, c'est le vœu, je pense, de la plupart des membres de l'association. Et c'est un petit peu, comme je dirais, un conducteur à la SNCF, quand il accède au TGV, c'est un peu le prestige. Donc la machine à vapeur, je pense, c'est un peu pareil. Et moi qui l'ai un petit peu connu, qui ai eu la chance de connaître ça, c'est vrai que j'attends avec impatience la venue d'une machine à vapeur sur le réseau. Et puis au niveau contact, pour toucher le public, une machine à vapeur, c'est
plus prestigieux et ça se voit un peu plus parce que ça fume, ça impressionne, c'est chaud, il y a beaucoup de qualificatifs qu'on peut donner à la machine à vapeur qui font que le tout soit attrayant. Voilà. Et puis ça fait partie du patrimoine du chemin de fer, la machine à vapeur. Donc c'est un patrimoine vivant quand une locomotive circule sur une ligne. Bon, si la ligne a eu une période difficile, je dirais au milieu des années 90, il y avait quand même une forte incertitude sur l'avenir de cette ligne parce que il y a eu des revirements de fortune avec un premier repreneur tout de suite dans les premières années de 90 qui a malheureusement fait faillite, et puis une reprise par l'association après, une incertitude au niveau de certaines communes qui ne voyaient pas, prenons le cas du Chambon-sur-Lignon et de Saint-Agrève, aujourd'hui ils n'ont toujours pas vu arriver le train dans leur commune, alors qu'ils participent au même titre que les autres communes aux frais d'exploitation, non, puisque les frais d'exploitation sont couverts par les recettes, mais aux différents frais inhérents à l'entretien d'un patrimoine. Donc il y a eu beaucoup d'incertitudes à un moment, et puis je pense que le travail des membres bénévoles de l'association a montré, je crois que ça on peut en être fier, a montré qu'effectivement ce train pouvait apporter quelque chose à cette région qui en elle-même est très belle, la région est superbe, donc déjà c'est un atout considérable. Et puis ce train il relie un certain nombre de communes, donc on peut considérer que c'est un espèce de fil rouge, et puis que toutes ces communes pouvaient être parcourues par ce train qui roule, comme on disait tout à l'heure, à 20 km/h. Donc ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas obligatoirement en voiture, parce qu'en voiture on passe au minimum à 60 à l'heure, même en étant prudent, donc par le train c'est 20 km/h. Donc on profite de la végétation au bord de la voie, et puis on profite des grandes échappées sur les sucs du Massif central, sur un certain nombre de tous ces magnifiques paysages de la région. Et puis donc, je crois que la ligne maintenant est sauvée. On a montré qu'on était capable, avec des moyens bénévoles, on est capable de transporter au minimum 10 000 personnes par an, ce qui est quand même beaucoup pour un chemin de fer qui a finalement que 5 années derrière lui. Et puis, on espère, bien entendu, pour l'avenir, il y a deux gros challenges, si j'ose dire. Il y a la montée, enfin le reste de la voie ferrée qui est en chantier, donc jusqu'à Saint-Agrève, qui nous permettra quand même d'aller au Chambon-sur-Lignon, qui est une commune qui est très touristique, avec beaucoup de touristes. Donc c'est vrai que nos clients, nos voyageurs sont essentiellement des touristes qui veulent passer un bon moment avec nous dans notre chemin de fer. Et puis Saint-Agrève qui attend depuis fort longtemps ce chemin de fer en y croyant très fort. Donc on pense que cette ouverture va apporter un nouvel élan au chemin de fer. Et puis un deuxième point, c'est l'arrivée de la machine à vapeur qui aujourd'hui est en cours de réparation dans un atelier spécialisé. On l'espère pour l'année prochaine, c'est-à-dire 2001. Elle apportera aussi un cachet plus authentique à notre ligne, avec des panaches de fumée, avec des escarbilles sur les vêtements, enfin toutes ces choses qu'on a perdues avec les trains électriques aujourd'hui. Et bien tout ça fait que je pense que de toute façon l'avenir du chemin de fer il est préservé maintenant, on ira jusqu'à Saint-Agrève, c'est certain, on aura une machine à vapeur, c'est certain, et on transportera de plus en plus de monde. Et c'est, en tous les cas pour nous bénévoles, c'est notre récompense, parce que notre récompense des heures de travail qu'on peut faire l'hiver au froid, l'été dans des tracteurs bruyants et chauds, notre récompense c'est effectivement de voir tous ces voyageurs prendre notre train et passer un bon moment avec nous.